Premièrement, qu'est-ce qui change pour les invariants? La relativité d'Einstein et de Galilée. Ensuite, qu'est-ce qu'être mort ou vivant, concrètement? Ensuite, quelles sont les applications de tout cela? Et pour finir, qu'est-ce qu'un rond plus un carré dans le vrai monde? Quelle est son image mentale? Qu'est-ce que la décohérence d'un grand système? Et quelle est la morale du langage, de la nature et de mon film galiléen? C'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas repasser dans le futur par un instant au travers duquel vous êtes passé dans le passé. Alors que la flèche du temps vous dit qu'un système physique ne peut pas retrouver dans son futur un état physique qu'il a connu dans son passé. Ça veut dire que la physique, elle distingue deux sortes d'irréversibilité. Il y a le temps qui est toujours irréversible à cause de la causalité, et puis il y a les phénomènes qui le sont ou qui ne le sont pas. Mais les génies de la chute des corps parlent du même phénomène et de la même image depuis le début, Oui, depuis 2500 ans. absolument. Autrement dit, est-ce qu'une image du temps d'avant peut impacter notre présent physique d'aujourd'hui? Est-ce que l'histoire de la chute des corps nous laisse le choix dans le chemin à prendre? Contrairement à ce que dit la physique, j'affirme depuis 2016 que les Galiléens sont les seuls à parler de la même image depuis 2500 ans, toujours la même. Et donc ils repassent systématiquement par le même état physique à chaque fois qu'ils font une découverte sensationnelle, violant ainsi la totalité de la pensée de la physique actuelle. Le technomonde de 2021 est persuadé que plus nous avançons, plus ce que nous savons est puissant, et en aucun cas quelque chose du passé ne peut interférer et ne peut venir troubler la science la plus pointue du moment. Or, c'est tout le contraire que je vais vous montrer, puisque la puissance de raisonnement des Galiléens, des invariants galiléens, se déploie en remontant le film en arrière et en démontrant que la totalité de ce qui est dit par le monde académique est totalement faux. Il y a un écart entre les Galiléens et le monde académique qui essaie de copier les invariants galiléens, mais qui en aucun cas n'en a les propriétés. Les propriétés, les voilà. Et de voir qu'à chaque fois qu'on va aller très loin dans le passé, le pouvoir explicatif va s'amplifier et va éclater au grand jour en révélant quelque chose de totalement contre-intuitif, qui est la réponse à toutes les interrogations et les mots de notre temps. Einstein nous dit qu'entre une cabine accélérée de manière rectiligne, uniforme dans l'espace et la même cabine posée sur Terre, il n'y a aucune différence et il n'y a aucun moyen de trouver une expérience de physique qui permette de savoir où l'on est. Alors, si vous faites l'expérience que vous voyez devant vous, sur Terre, je saurai que je suis sur Terre. Et dans la cabine accélérée dans l'espace, en partant de la même expérience, c'est-à-dire avec un slinky au repos, fermé, d'un côté un corps léger, une feuille, une plume, et de l'autre côté une balle de tennis ou n'importe quoi, quand vous allez la lâcher, comme Apollo 11, vous verrez la totalité des corps tomber de manière rectiligne en même temps, et en aucun cas il n'y aura de gonflement du slinky. De plus, sur Terre, le référentiel bouge. Et les physiciens le savent très bien. Et le seul moyen d'avoir une situation rigoureusement comparable avec une cabine accélérée dans l'espace est de considérer la cabine posée sur Terre en réalité suspendue elle-même à un slinky. Et donc, sans toucher la Terre, elle sera à l'arrêt, suspendue à un petit centimètre du sol, et toutes les expériences pourront se faire exactement de la même manière. En revanche, à la seconde où l'ascenseur ou la cage touchera le sol, je saurai que je suis sur Terre.
Cette subtilité permet de rendre compte d'une dimension écrantée avec ses lois orthogonales. De plus, cela valide ma présentation avec mes deux axiomes et mon théorème. Je vais faire comme ça, ok? Je vais prendre le micro et je vais le lâcher dans ma main. Non, je vais faire pareil en marchant. Si jamais il y avait une différence entre les deux, le micro aurait dû tomber à côté de ma main. Imaginons qu'on est dans un bateau, que le bateau bouge ou non, enfin bouge à vitesse constante ou non, les choses pour moi vont tomber à la verticale. Ça, c'est juste un petit exemple. Mais en fait, le principe profond est qu'on ne peut pas faire d'expériences qui nous disent si le bateau bouge ou non dans ces conditions-là. Ça n'existe pas. Ça s'appelle le principe de relativité. Avec la chute des corps des physiciens actuels, effectivement, il n'y a pas d'écart possible. Rappelez-vous le début de la vidéo, nous avons une chute différenciable des corps. Je vous invite à faire une expérience de pensée galiléenne, à vous imaginer au sommet du mât avec une balle de tennis que vous tenez suspendue à un slinky. Le bateau est en mouvement rectiligne uniforme, donc il avance. Vous avez lâché le slinky, et le slinky va rejoindre sa position en repos, va toucher la balle, et l'ensemble va tomber. Toute la question est de savoir où il va tomber, puisque c'est indéterminé, ça va dépendre de votre imagination, de la hauteur du mât et de la vitesse du bateau. Et là, nous touchons le point de la question la plus fondamentale de tous les temps, à quoi peut bien correspondre un chat mort ou vivant, cette idée que Erwin Schrödinger a lancée, et personne n'est capable de savoir à quoi ça correspond. Alors, c'est là où une idée invariante galiléenne est géniale, parce qu'il suffit de remplacer la balle par un chat, et instantanément, vous avez la réponse. Le chat, s'il tombe sur le bateau, eh bien, il sera vivant, et s'il tombe dans l'eau, ben, il sera mort. Tout dépend donc de l'autorité de tutelle du capitaine, qui est intriqué au passager, et s'il connaît les lois de la nature, il va rester statique. S'il ignore une loi fondamentale de la nature, il va avancer, et il va risquer la vie, il va détruire des intrications. Ces fameux plis du vide que l'on a vus précédemment. Il suffit ensuite de remplacer le chat par un couple, par un homme et par une femme, et vous avez un cataclysme logique concret avec une implication directe des autorités de tutelle, donc et comme tout est cautionné, la causalité, plus vous montez, que ce soit politique, économique ou financier, tout est cautionné, validé, verrouillé, garanti par l'académie. C'est le monde académique qui garantit les lois de la nature. Eh bien, vous avez un problème majeur mondial où vous avez une quantité de personnes qui hurlent dans le monde que personne n'entend, et vous avez également, depuis 40 ans, 60% de la biodiversité des mammifères que nous avons perdus. Ces fameux plis du vide dans les ressorts, eh bien là, vous les voyez concrètement. Vous voyez un lien qu'il était impossible de vous montrer avant. Les lois de l'infiniment petit règnent sur le technomonde de 2021. Elles sont introduites, clonées dans nos modèles et liées à notre réel. Circuler, il n'y a rien à voir, il n'y a pas d'écart, on vous le dit, on ne le voit pas, sans connaître les limites éventuelles imposées par le vrai langage de la nature, 100% complet, à Encore. Comme galiléen, je dis aux académies du monde entier, stop, découplez-vous du technomonde et laissez les acteurs, les multinationales, prendre leurs propres risques et en payer nominativement le prix. Si vous ne le faites pas, c'est vous qui en paierez le prix. Et il sera rétroactif depuis au moins 60 ans. L'atome de Démocrite n'existe pas, et on sait qu'il n'existe pas. Deuxième chose, l'atome qui existe n'a été préalablement pensé par personne. L'atome avec les protons, les neutrons, le noyau, les électrons, la mécanique quantique, ça c'est un truc que personne n'avait imaginé. Et donc je ne comprends pas, évidemment les Grecs étaient des génies, c'est pas la question.
Mais je ne comprends pas pourquoi on en fait les précurseurs d'objets qui n'ont rien à voir avec ceux qu'ils ont pensés. Donc l'ordinateur quantique universel qui reposerait sur ce schéma-là, personne ne sait si on y arrivera un jour. Alors ce que j'affirme, ce que j'ai affirmé au Parlement européen et devant tous les politiques qui veulent bien m'écouter, aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Parce que si une loi physique fondamentale l'interdit, c'est mal parti. Aucune loi physique fondamentale ne l'interdit. Donc à l'échelle de 40 ans, de toute façon je peux toujours dire ça, dans 40 ans, on ne viendra pas me le reprocher. Sans ce méta-invariant, en disant « je sais », la technoscience, le marché unique, les normes plates, les logiques militaires, les codes barres liés aux humains, les états de droit qui mécanisent les punitions justifiées par des écarts à leur loi locale, pour notre bien, tueront l'humanité en la réduisant d'une dimension fondamentale. Et les libertaires au café du commerce doubleront le problème. Le monde académique actualisera en temps réel la décohérence partout, comme un bon soldat implacable qui tuera la vie. La seule solution sera de se retirer officiellement du fond du sujet en disant « je ne sais pas ». Les Galiléens rappellent à tous ce qui est, c'est-à-dire ils rappellent qu'il y a une église au milieu du village et qu'il y a des lois supérieures aux lois techniques. C'est-à-dire que la nature, elle a préexisté à l'humain et elle a des lois supérieures, des mécanismes qu'on ne peut ignorer. Donc c'est la fin de la récréation. L'humanité doit les apprendre le plus vite possible. Et le monde académique, en tout cas les rares académiciens qui sont capables de se distancier de leur spécialité, doivent collaborer et doivent aider de toute leur force le Galiléen qui donne une solution. Avoir correctement compris cette vidéo, ce n'est pas seulement voir ce qui ne va pas, c'est voir tout ce que la nouvelle relation d'équivalence galiléenne autorise et permet, tout ce que vous n'avez pas encore vu. Cela implique à minima de récompenser mes travaux pour 10 invariants qui ne sont à ce jour dans aucun livre, aucun cerveau, aucune IA au monde. Mon concept permet d'accéder aux mondes infinis naturels, à pouvoir parler entre les langues, en respectant leurs différences radicales. C'est un pont concret qui permet des avancées révolutionnaires en parallèle, grâce à une infinité de géométries souples, méritant 6 Nobel vérifiables. Qu'est-ce qu'un rond carré dans le vrai monde? Quelle est son image mentale? Qu'est-ce que la décohérence d'un grand système? Quelle est la morale du langage de la nature et de mon film galiléen? Alors tout d'abord, nous allons reprendre dans les deux corps premiers, le rond et le carré, les deux fentes dans les plis du vide. Ces deux fentes qui sont rigoureusement égales. Et ces deux fentes égales, nous allons, comme elles sont intriquées, elles sont liées par un point commun, elles switchent l'une sur l'autre, et donc nous allons les considérer comme deux barres rigoureusement identiques. Ces deux barres de couleur, nous allons les coller en un point central, et nous allons effectuer un pli, un switch, c'est-à-dire le rond va partir à droite, va se plier sur la droite, et la racine du carré, en sens inverse, va faire l'opposé, va se plier vers la gauche. Cette petite manipulation nous montre un objet mathématique
qui est rigoureusement symétrique, c'est un miroir, un effet miroir, deux corps rigoureusement 100% égaux et 100% différents en même temps. Et donc, chaque corps a plié sa racine dans un sens opposé à l'autre. Qu'est-ce que ça donne? Ils sont intriqués tous les deux, superposés dans les plis du vide, donc on va découper cette racine en deux pour voir ce que ça nous dit, et si le résultat nous parle. Donc nous allons couper en deux parties égales, en découpant bien même le centre, le point commun, à 100%. Et là, que ce soit le grand public ou les mathématiciens, y compris le professeur Tadashi Tokieda, qui n'a pas vu l'ontologie qui était liée à ce tour de passe-passe, on obtient deux cœurs. Oh magie, un rond plus un carré, c'est un cœur. Il a les propriétés du rond additionnées aux angles du carré, et deux fois. Et nous voyons bien, comme dans la démonstration précédente, qu'il y a bien une propriété de l'un qui est allée dans l'autre, chacun a 50% des propriétés de l'autre, la couleur en atteste, le carré a atteint un niveau qu'il ne peut pas atteindre, il s'est arrondi, et le rond également. Donc nous avons bien deux structures 100% égales et 100% différentes en même temps. Le mathématicien, lui, va pouvoir voir la théorie des ensembles. C'est-à-dire que vous avez là la solution exacte, finale, autorisée par la nature, d'un ensemble des ensembles qui se contient lui-même et d'un ensemble des ensembles qui ne se contient pas lui-même en même temps. Et le contour de cet ensemble représente les solutions qui annulent la structure à 0,5. Alors, qu'est-ce qu'une décohérence d'un grand système? Eh bien, c'est tout simplement quand l'un ou l'autre tire la corde à lui au-delà des possibilités de l'intrication. Et vous déchirez à ce moment-là la relation. Vous avez une morale pour l'humanité qui est imbattable. C'est un langage universel métamathématique qui permet à chaque peuple, aux 6000 langues de l'humanité, aux mathématiques, à la philosophie et à la physique, qui croit dans le langage mathématique de la nature, mais il est écrit en langage métamathématique. Croire que pi racine carrée de 2 peuvent être écartés d'un revers de main, c'est n'avoir strictement rien compris à sa propre langue. Je vous le dis clairement. Et donc, la morale de ce film, c'est de comprendre que l'intrication fondamentale de la nature, elle se base sur ce résultat-là. Si vous n'avez pas ces propriétés-là, dans tout ce que vous faites au niveau quantique, pour une superposition d'états à 100%, les deux corps doivent se retrouver par équivalence stricte. Et donc, si vous ne les avez pas, vous avez une mauvaise copie. Si vous n'avez pas ce résultat-là. Alors, ce qui est incroyable, et on va le voir, il y a un théorème fameux de Banach-Tarski. Je vais laisser passer l'image et je vais vous montrer la chose incroyable que permet ma démonstration. Le théorème de Banach-Tarski affirme qu'il est possible de couper une boule de l'espace usuel R3 en un nombre fini de morceaux et de réassembler ces morceaux pour former deux boules identiques à la première, à un déplacement près. Ce résultat est paradoxal, il implique que ces morceaux soient non mesurables, sans quoi on obtiendrait une contradiction. Le paradoxe de Banach-Tarski se généralise à tous les R exposant n supérieur à 3, mais ne peut se réaliser dans le plan R2. Eh bien, la démonstration que je viens de vous faire avec les corps F1, le corps F1 rond et carré, permet de faire la même chose
est simplement de dédoubler un rond et un carré 2 fois. Autrement dit, Banach-Tarski permet de faire 1 égale 2 modèles identiques, et mon théorème permet de passer avec 2 objets non commutatifs et d'en obtenir, de les dédoubler tous les deux. La grosse différence, c'est que ça peut être réalisé dans le plan R2. Et ça pose un problème de duplication phénoménal. C'est précisément le cœur de ce que je défends. C'est une solution que la nature a choisie pour dupliquer les corps premiers à l'infini, les différencier sans aucun problème, et ils sont mesurables. Chose que Banach-Tarski ne faisait pas. La géométrie, la courbure, c'est de l'énergie pour Einstein, avec la relativité générale de 1915. C'est là que ma chute différenciable des corps prend tout son sens. La géométrie non commutative permet de faire un pont entre les 2 blocs espace-temps, de les fusionner dans une intrication magique, chacun gardant sa racine et son langage propre. Cela permet de faire du calcul massivement parallèle, d'additionner des quantités d'informations qui dépassent l'imagination. À chaque étape, nous fabriquons de manière imagée mais extrêmement réaliste la double hélice d'ADN. Les 2 petites images en vert vous le rappellent. À chaque rencontre de 2 feuilles, nous faisons un pont sur un corps premier différent. Sur un sujet, une forme, une nouveauté totale, 100% libre et 100% guidée en même temps. L'interprétation qu'en font les scientifiques est très loin du compte, puisqu'on ignore totalement le sens de 97% des séquences redondantes de l'ADN. Ma présentation permet de toucher l'un des plus grands mystères de la vie. Ça donne accès à la fabrication naturelle d'organes différenciables. Donner accès à cela à des techniciens et des logiques politiques ou financières non galiléennes, c'est tuer l'humanité. C'est pour cela que je demande aux académies de rompre le lien avec le marché unique ou d'en payer la totalité du prix. Parce que si nous sommes là aujourd'hui, c'est qu'on a un système de différenciation extraordinaire. C'est-à-dire, tout dépend de l'ADN, tout dépend des séquences d'ADN. Et dans cet ADN, vous avez 3% seulement qui codent pour des protéines, pour faire de la chimie, on peut dire. Le reste, ce sont des séquences souvent répétées, dont on ne sait pas à quoi elles servent. Et il y a, on peut dire, actuellement un vide entre les mathématiques et la biologie sur ce sujet-là. Ce sujet-là est très important. Et donc, celui qui gagnera, qui déchiffrera le message absolument génial, si vous voulez, de ces séquences redondantes, aura gagné un pas important pour l'humanité. Un pas en avant pour l'humanité. Parce que si on arrive à différencier, à contrôler la différenciation des cellules pour faire un foie, pour faire différents organes, on permet le remplacement, la régénération de ces organes. Trouver une différenciation dans la chute des corps, qui ne s'est pas vue depuis 400 ans, est un cataclysme en science. Et ça conduit directement à ce que dit le professeur Luc Montagnier. Tous les invariants galiléens sont précisément dans cet ovale. Et vous n'y avez pas accès. Tous les corps tombent sans exception. Et ces pièces qui tombent vous montrent l'image mentale qu'il faut avoir. Vous avez les 2 faces, la face qui représente l'un le rond, l'autre le carré, et vous avez les génies galiléens qui ont la particularité de vous parler de ce point-là, précis, ce rond, cet ovale noir au milieu. Et le galiléen, il a une particularité, c'est qu'il se trouve pile sur la tranche de chaque pont entre des choses qui sont différentes. Les Galiléens font des relations entre des éléments qui avant n'en avaient aucun. Et la particularité du calcul massivement parallèle
quand vous êtes à ce point-là, c'est que vous pouvez additionner la totalité des faces. C'est-à-dire que vous avez accès à la totalité des corps premiers. C'est ce qui m'a permis de faire cette vidéo extrêmement complexe en langage métamathématique pour que tout le monde la comprenne, que ça soit traduisible en chinois, dans toutes les langues, quelle que soit votre tournure d'esprit. C'est extrêmement compliqué, mais la finalité de ma vidéo, l'élément qui me rendrait heureux, c'est que je sois correctement compris par ce final-là. La nature dit à la France et au reste de l'humanité: votre vision de la liberté ultra-libertaire ou ultra-technique est non conforme au langage de la nature. En acceptant la logique de la science depuis 1632, vous êtes un langage devenu incomplet, inconsistant, incohérent. Vos mots, vos actes et pensées, vos mauvaises traductions entraînent décohérence massive, chaos et guerre de l'ignorance. Seule la présentation des ronds carrés de Thierry Origas permet de parler et de se comprendre entre toutes les langues, de resynchroniser toutes les horloges asynchrones à distance, tout en gardant leurs différences 100% intactes. Refuser d'apprendre à penser contre sa propre langue et son esprit est la marque des vrais dictateurs qui s'ignorent. J'aime bien cette citation d'Asie: la porte la mieux fermée est celle qu'on peut laisser ouverte. C'est précisément ce que le langage de la nature fait. Tout est possible, tout est en apparence ouvert. Les nombres premiers et les corps premiers, en fait, sont tous, sans exception, non commutatifs. Qu'est-ce que ça veut dire être non commutatif de votre point de vue? Ça veut dire qu'ils sont à un endroit aléatoire complet, pur. Et n'en déplaise à Cédric Villani, c'est tout à fait cohérent. C'est parce que c'est non commutatif que ça a du sens et que ça permet le calcul massivement parallèle. Si on commutait, on ferait de la décohérence massive. Et c'est précisément ce que fait le langage de la science. Faussement moderne. Dire que l'hypothèse de Riemann est vraie, c'est dire en quelque sorte que ces nombres premiers se répartissent au hasard quand on regarde les choses d'assez loin, avec assez de recul. Donc ça renvoie à un problème considéré comme mystérieux depuis la Grèce antique, déterminer les lois qui régissent l'apparition de ces nombres premiers. Si vous construisez un atome avec des briques aléatoires, en quelque sorte, eh bien, que vous mesurez les niveaux d'énergie, vous allez retrouver les mêmes statistiques que la fonction d'état de Riemann. Autant dire qu'il y a une sorte de connexion entre la mécanique quantique et les nombres premiers. Ça alors, ça c'est mystérieux, ça c'est fascinant. Vous n'avez rien compris, quoi. Parce que, si vous avez compris ce que je disais à l'instant, l'hypothèse de Riemann, elle vous dit si elle est vraie que les nombres premiers sont répartis au hasard. Vous croyez que c'est utile de savoir qu'ils sont répartis au hasard pour les trouver? Pas tellement. Ça ne va pas tellement nous aider. Si mes différentes démonstrations sont correctes, si l'addition que j'ai effectuée entre les invariants des 3 derniers galiléens est correcte, alors l'étape que j'aborde, que je vous propose dans ces 2 heures de vidéo, touche un niveau de calcul supersymétrique et de superposition d'états jamais imaginé. C'est-à-dire que là, on est à -4 et +4 en même temps. Cette petite image permet de savoir à combien de pas de la vérité nous sommes. Ça permet de se positionner dans le théâtre devant nos yeux. Rire ou mépriser sont des réactions ordinaires. Ce qui est sûr, c'est qu'après 2500 ans d'histoire, le peuple et le monde académique n'ont pas le droit de rejouer la même histoire. Ça voudrait dire n'avoir rien compris à rien.
Et la nouveauté d'un esprit socratique, elle nécessite d'apprendre des choses contre-intuitives et de les apprendre de son vivant. Il suffit de faire un arrêt sur image et de lire mot à mot tout ce que mon concept apporte, verrouille et valide. Pas un seul de ces mots n'est faux. Il faudra du temps, des décennies, peut-être des siècles pour le comprendre, mais vous le comprendrez. Si vous ne le comprenez pas, très rapidement, dans un délai relativement bref, le monde subira ce que j'appelle le syndrome d'Alfred Nobel. Pour la petite histoire, que les gens ordinaires ne savent pas, c'est qu'Alfred Nobel avait une image très positive de lui-même. Il était persuadé d'avoir rendu d'immenses services pour la collectivité. Il était l'inventeur notamment du TNT, des explosifs, et il s'est trouvé un événement, un journaliste français a pris la mort de Nobel pour la mort d'Alfred Nobel. Or, il avait un frère. Et il a fait donc un article corrosif sur Alfred Nobel en montrant tout le mal que le public avait de lui. Alfred Nobel a été extrêmement choqué, comme le seront tous les 2000 multimilliardaires de la planète, les grands groupes économiques, occultes ou officiels, qui se donnent aujourd'hui des images positives, alors qu'à leur mort, ils seront comptables d'un écart colossal entre l'image qu'ils se font d'eux-mêmes et l'image que les 8 milliards d'humains sur Terre auront d'eux. Et donc toute la vidéo que vous venez de voir, en fait, parle de ce qu'est le réel, de la correspondance entre une image et un corps. À partir du moment où l'écart est important, il y a quelqu'un qui a triché. Et vous allez voir que c'est extrêmement profond et extrêmement violent. Quand la vérité du réel éclatera, tous ces personnages auront le même qualificatif qu'Alfred Nobel a eu, c'est-à-dire un marchand de mort. Et donc les marchands de mort, comme Alfred Nobel, devront consacrer la totalité du restant de leur existence à essayer de gommer tout ce qu'ils ont fait à l'envers. Et c'est la raison pour laquelle Alfred Nobel à la seconde où il a pris conscience de cet écart, il a consacré la totalité de sa fortune à mettre en avant les avancées positives, les progrès pour l'humanité, sous la forme d'une récompense que le monde entier aujourd'hui connaît sous la forme des récompenses Nobel. Ce que je prétends, c'est que le changement radical de concept que j'apporte, c'est un calcul massivement parallèle. La nature fait du calcul massivement parallèle. L'humain aujourd'hui se bat avec des sommes colossales pour essayer de copier, de faire un ordinateur quantique. Or, les règles sont drastiques. Il va falloir les faire correctement parce que sinon vous allez refaire la même erreur qu'avec les composants électroniques de la première révolution numérique dans les années 50, c'est-à-dire qu'on va dupliquer des transistors, on va faire du copier-coller et on va enfermer les gens, aujourd'hui c'est ce qu'on fait, dans des cases grâce à un langage très pauvre. Et le faire avec du quantique, du faux quantique, des faux qubits qu'on duplique, au lieu de faire, tout doit être différent. Ce que j'apporte, mon concept, à la base, un rond carré, c'est la non-commutativité. Ça veut dire que tout ce que vous additionnez, il n'y a rien de strictement identique. En tout cas, pas de cloné. Même les jumeaux, ils sont 100% égaux et 100% différents. À partir du moment où vous avez deux éléments 100% identiques en tout point, vous avez tout faux. Vous avez fait une décohérence massive et vous trichez, vous trahissez. Jeff Bezos, Bill Gates, Bernard Arnault, Elon Musk resteront dans l'histoire
comme les champions toutes catégories de la décohérence massive, en ayant tiré à eux la couverture, en profitant des avancées de l'infiniment petit, fait notamment dans le monde numérique. Ils ont mécanisé le vivant. Cela semble totalement dingue, mais m'avoir correctement compris implique qu'il n'y a qu'une solution, c'est que le comité Nobel accorde les 6 Nobel à une même personne galiléenne, pour montrer le changement de logiciel, pour montrer que le moteur de l'humanité a changé radicalement. Tant que vous n'avez pas cette reconnaissance du vivant de la personne, vous avez le système triche. Et en réalité, n'a absolument pas compris et continue de dire « je sais ». Le monde statistique, la publicité, l'information, les mots et les images de mots qui ne sont vrais que sous un seul angle, sont un langage de décohérence massive. Le capitalisme est à sa racine inconsistant, incomplet, il simplifie le langage de la nature. La collecte et la commercialisation de données numériques personnelles, comme la mise en case, la critérisation, est une agression de la personne, qui brise ou nuit gravement à ses degrés de liberté vitaux. Tout cela entraîne une décohérence, une chute des mots et des images de mots, dont l'éducation est grandement responsable, puisque nous avons 120 ans de retard sur les découvertes de la science. Tout est basé sur des exercices liés à la causalité, autrement dit, on entraîne dès le plus jeune âge les enfants à répondre à des examens où la réponse est déjà connue. Et de fil en aiguille, on en extrait les élites, notamment en France, et on va faire donc des champions du monde de réponse à des questions liées à la causalité. Et le jour où vous avez des problèmes galiléens qui se posent, des problèmes à N-corps de la nature, vous avez ces personnes-là sont totalement incapables de réagir, puisque c'est totalement orthogonal à leur langage. Inversement, les enfants et les gens ordinaires, le jour où vous leur racontez les vraies lois de la nature, la manière dont elles fonctionnent, mais vous avez 8 milliards de personnes qui vont tomber à la renverse, puisque la notion de réel et de vérité fonctionne de manière totalement à l'envers de ce qu'on leur a toujours appris depuis au moins 5-6 générations. Tout langage économique, financier, numérique, qui ne serait pas conforme à P est 100% égal et 100% différent de NP, provoquerait instantanément une décohérence massive partout. Et donc, c'est la raison pour laquelle je plaide et je défends l'idée que la nouvelle relation d'équivalence galiléenne que j'avance est une loi supérieure à toutes les autres lois, quelles qu'elles soient nationales, supranationales, qu'elles soient financières, économiques, juridiques, et nul ne peut la contester, sans être galiléen. Et il appartiendra à la physique, aux mathématiques, à la philosophie, d'expliquer aux langues ordinaires, notamment aux techniciens, la logique subtile de 2500 ans d'histoire. Vous avez voulu le langage de la nature. Eh bien, comme galiléen, je vous le dis, appliquez-le à présent. S'il n'y a qu'une seule chose à retenir de tout cela, c'est que dire « je sais », continuer à dire « je sais », est strictement interdit, qu'il s'agisse du grand public ou du monde académique. Dire « je sais » veut dire, comme dans l'éducation, veut dire apprendre, avoir pris conscience d'eux et avoir intégré tous les éléments et les aspects du problème. Autrement dit, dire « je sais » veut dire être galiléen. Et être galiléen, ça veut dire déposer de nouveaux invariants, 100% égaux et 100% différents de ce que je viens de dire. Ça veut dire que vous n'avez toujours rien compris à rien.
Vous avez parfaitement le droit de dire « je sais », mais dire « je sais » implique de déposer une somme d'informations dont vous n'avez absolument pas idée. Je remercie tous ceux et toutes celles qui ont pris le temps d'écouter ces quelques vidéos. Maintenant, je voudrais avoir quelques mots pour le monde des femmes, qui, depuis 2500 ans, est étranger à cette histoire des Galiléens. Autrement dit, le monde écranté en chant faible, le féminin, n'a pas conscience que dans le théâtre, elles ont un rôle à jouer très important, mais elles ont également, dans leur liberté totale, elles ont des règles qui préexistaient et qui leur sont imposées. Elles n'ont pas le choix. Exactement comme la violence, la force des hommes, des carrés, depuis 2500 ans, a été contredite par les Galiléens. Il faut penser contre son langage, contre sa logique, pour comprendre que la nature, elle est magique quand vous acceptez les règles du langage qui est dans ce théâtre. Et donc, j'ai laissé une place vide ouverte, qu'il reste à une femme galiléenne de remplir, en enrichissant le langage supérieur d'un invariant 100% non commutatif nouveau, venant de la racine du monde féminin, parfaitement respectueux de tout et des hommes, bouclant ainsi la boucle de l'humanité et la logique cachée du vivant terrestre. Voilà, donc merci à tous, et un dernier mot pour les irréductibles élites, hommes et femmes, qui sont cassantes, violentes, méprisantes, arrogantes. Je leur dis simplement la chose suivante. Avant ces vidéos, vous aviez une connaissance du quantique qui était totalement erronée, puisque je l'ai contredite. Et non seulement elle est contredite et donc fausse, mais ce que j'y ai rajouté, c'est une réalité quantique nouvelle, un élément nouveau. Donc exponentiellement, c'est pas simplement un doublement, c'est une difficulté exponentiellement nouvelle. Donc, en tant qu'élite, continuer à dire je sais, être arrogant, méprisant, c'est vraiment n'avoir rien compris à rien depuis le début.